Le père dit adieu à sa fille mourante et quitte la pièce. Est tombé sur une diseuse de bonne aventure dans la rue. Mike, assis sur les gradins d'un grand gymnase, regarde avec admiration sa fille Darla, âgée de 17 ans, qui fait preuve à ce moment-là d'une souplesse et d'un sens artistique extraordinaire. Sur une arène improvisée, faite de tapis, la jeune fille fait avec légèreté un long mouvement de soie. La jeune fille a légèrement fait s'enrouler docilement un long ruban de soie autour de ses jambes fines, puis a effectué un virage serré, a lancé la poignée du ruban en l'air et l'a habilement rattrapé lorsque son corps a gracieusement pivoté autour de son propre axe. La salle est immédiatement assourdie par les applaudissements et un sourire heureux se dessine sur le visage de Darla. Saluant le public, la jeune fille quitta le tapis et son spectacle prit fin. « Papa, qu'est-ce que tu en penses ?» demande Darla à son père avec de l'excitation dans la voix en resserrant les lacets de ses baskets claires. « Qu'est-ce que je peux dire ? Tu es une professionnelle, chérie, une vraie fée sur scène, dit Mike en souriant. Si je ne t'avais pas vu passer 10 heures à la salle de sport, je n'aurais jamais pensé que tous ces rubans flottaient. C'est un sacré travail. Oh, allez, dit la fille en haussant les épaules. Des séances d'entraînement standard. Je n'ai rien de spécial. Les champions olympiques sont ceux qui travaillent avec un dévouement dont je n'aurais jamais rêvé dans mes pires cauchemars. Pouvez-vous imaginer qu'ils ne dorment parfois que 4 heures par jour et qu'ils se mettent directement à l'entraînement? Et ce n'est qu'une broutille à côté d'eux. Donc, un simple amateur. Darla secoua la tête, et son père caressa doucement le bras de sa fille au lieu de dire quoi que ce soit d'autre. Il savait très bien à quel point la gymnastique rythmique était importante pour lui et combien de temps et d'efforts sa fille consacrait à cette activité magnifique mais incroyablement difficile. Tu minimises toujours tes efforts et ton talent, dit Mike doucement. Tu me rappelles beaucoup ma mère. Elle aussi doutait d'elle-même chaque fois qu'il s'agissait de mettre ses tableaux en vente dans des galeries. Elle avait toujours peur des grandes expositions. Darla le regarde avec une légère tristesse. Si tu savais comme elle me manque, papa, dit-elle avec nostalgie en ajustant le bracelet en argent antique qu'elle portait au bras, le seul souvenir de sa mère Alana qu'elle avait laissé après sa mort. Son père avait un jour offert à sa fiancée cette jolie babiole en gage de son amour, et elle ne l'avait jamais enlevée depuis. Lorsque sa fille a eu 12 ans, Mike lui a offert le bracelet. Alana et la fillette, tout comme sa mère, le portaient toujours à la main droite. « Chérie, tu t'es très bien débrouillée. Maman serait fière de toi. Crois-moi, » lui assure son père. Après tout, ce n'est qu'un examen préliminaire. Tu as tout le temps de peaufiner les éléments dont tu n'es pas tout à fait sûr. Darla a regardé son père avec une gratitude et un amour sincère. Tu sais que j'ai beaucoup de chance d'avoir un père. Tu es le meilleur des papas. La jeune fille passa ses bras autour du cou de son père et lui donna un léger coup de bec sur la joue. Tu vas retourner au travail maintenant? Oui, Mike s'est étiré en soupirant. Qu'est-ce que je vais faire si mes managers ne peuvent pas conclure une seule affaire sans moi? Le père et la fille se sont regardés avec compréhension, puis ont ri amicalement. Tous deux savaient parfaitement qu'aucun manager n'y était pour quelque chose. C'est simplement que Mike, en tant qu'homme d'affaires prospère, aimait tout planifier lui-même et conclure des affaires à sa guise. C'est pourquoi il restait souvent dans son bureau jusqu'au milieu de la nuit ou voyageait pendant des semaines. L'homme d'affaires ne confiait ses affaires à personne, pas même à ses personnes de confiance, et préférait garder le contrôle sur tout ce qui se passait au sein de son entreprise. Le même type d'humour l'aidait à désamorcer la situation dans les moments où sa fille aurait aimé passer quelques heures de plus avec son père. Darla se rendit compte que ce n'était malheureusement pas possible. « D'accord, merci d'être venu à l'examen aujourd'hui, » dit-elle à Mike. « Cela signifie beaucoup pour moi, vraiment. Ma fille, souviens-toi d'une chose, tu seras toujours ma priorité quoi qu'il arrive, toujours, » répéta l'homme d'affaires. Après cela, ils montèrent tous les deux dans sa voiture de luxe et se rendirent à la maison de campagne de Mike. Après avoir accompagné Darla et lui avoir dit au revoir, l'homme d'affaires se rendit directement à son bureau. Il avait une affaire importante à traiter aujourd'hui, et il espérait vraiment que la chance lui sourirait cette fois-ci. Les partenaires français, avec lesquels l'homme d'affaires rêvait depuis longtemps de conclure un contrat, s'intéressaient enfin au succès de son entreprise. Mike comptait bien conclure avec eux un accord très avantageux pour lui. Pendant que le chauffeur et lui roulait, l'homme s'est involontairement plongé dans ses propres souvenirs. Peu de gens, en regardant cet autre homme de 45 ans, penseraient qu'il est né et a grandi dans une famille des plus ordinaires. Pourtant, c'est exactement ce qui s'est passé.
Les parents de Mike travaillaient dans la même usine, son père comme soudeur dans l'atelier de Shaw et sa mère comme cuisinière à la cafétéria de l'usine. Il n'a pas été facile pour le jeune Mike de se frayer un chemin dans son propre environnement social. Dès l'enfance, il rêvait d'argent et d'affaires sérieuses. Il ne correspondait pas aux idéaux de la jeunesse active de l'époque. Quelqu'un l'a considéré comme un arriviste, et quelqu'un l'a directement traité de perdant et l'a averti que l'envie d'en faire plus ne lui apporterait que du mal. Et Mike ne devrait pas s'occuper de quelque chose de plus compliqué que des outils de construction, des plans et un cadran. Cependant, le jeune Mike ne considère pas qu'il est honteux d'être un parvenu parmi ses pairs et il poursuit sans relâche son objectif de stratification de l'entreprise. À la maison, Mike n'est pas non plus très encouragé. Mais son père, contrairement à sa mère qui s'inquiétait terriblement de l'avenir de son fils peu ambitieux, croyait au moins que le garçon pouvait encore faire quelque chose. « Tu ne devrais pas t'inquiéter autant pour lui, Catherine, a déclaré John, le père de Mike. C'est un garçon intelligent qui étudie toute la journée. Il sera un bon garçon dans la grande ville. Et maintenant, il doit passer le reste de sa vie à l'usine avec nous, à se tondre la santé pour rien. » Catherine se contenta de secouer la tête et de pleurer. « John, mon chéri, regarde-le. Quel genre d'homme d'affaires est notre fils? Ce n'est pas sérieux. Il est si chétif, si faible, qu'il a même obtenu un certificat d'exemption pour l'éducation physique. Ils vont le torturer là-bas, et c'est tout. » Pourtant, Mike est absolument certain que ce qu'il a planifié fonctionnera, et c'est pourquoi il se prépare intensivement à entrer à la faculté d'économie pendant tout l'été qui suit l'obtention de son diplôme. Le travail acharné et le désir de Mike ont fini par être récompensés. Après avoir obtenu la place budgétaire à l'université, Mike a immédiatement déménagé à New York, où on lui a même attribué une chambre dans le dortoir des étudiants. La mère du jeune homme n'en revenait pas que son pauvre garçon parte à la conquête de la grande ville. Mais son conjoint lui explique qu'un garçon aussi intelligent et talentueux que leur fils n'est pas à sa place. « Comprends, Catherine », tente John pour la raisonner. Il n'a absolument aucun avenir ici, contrairement à la grande ville, où il peut mettre en pratique tous ses talents de calculateur. Catherine pleurait encore en faisant cela, mais elle finit par se résigner. Elle souhaite sincèrement que son fils réussisse et qu'il trouve son bonheur dans une métropole bruyante et lumineuse. Au cours des 5 années suivantes, Mike fait plaisir à ses parents et à ses professeurs en réussissant ses études. Il est considéré comme l'un des meilleurs étudiants de son cours à l'université, ne passant chaque session que grâce à d'excellentes notes. Le père de Mike est très fier, et sa mère commence à se rendre compte que son mari a raison. Ils faisaient déjà des projets grandioses pour l'avenir de leur fils lorsqu'une terrible tragédie est survenue dans leur vie. Les deux époux sont morts dans un terrible incendie survenu dans leur propriété. La faute à des voisins ivres. Ils avaient organisé une fête dans leur maison et n'avaient pas surveillé le poêle. La nuit, le feu s'est déclaré avec une force terrible et s'est immédiatement propagé au toit de l'établissement de bain de John, qui se trouvait juste à côté de la maison des voisins, dont ils n'étaient séparés que par une vieille clôture. Lorsque le père de Mike se réveille et se précipite pour éteindre le feu, il est trop tard. L'établissement de bain était presque entièrement brûlé et les flammes commençaient à atteindre la maison de Catherine et John. En essayant d'éteindre le feu, le couple a utilisé toute l'eau qui se trouvait sur leur propriété et a voulu abandonner cette tâche ingrate, d'autant plus que les pompiers n'étaient pas pressés de venir dans leur village isolé. Le mari et la femme ont essayé d'extirper du feu tout l'argent et les documents les plus précieux de la maison, accumulés au cours de nombreuses années de dur labeur. À ce moment-là, une lourde poutre de plancher s'est effondrée sur eux avec un terrible grondement. La police, qui s'est rendue sur les lieux du drame avec des spécialistes, a déclaré qu'il s'agissait d'un accident. Les parents de Mike sont morts presque instantanément, sans que personne ne puisse être tenu pour responsable de leur mort. Mike, qui était alors en dernière année d'université, a appris la mort de ses parents et a subi un choc important. Il n'a pas pu manger pendant plusieurs jours et, pendant les funérailles et la veillée qui ont suivi, il n'a pas pu prononcer un seul mot. Le chagrin déchire son cœur brisé. Le jeune homme ne voulait plus rien et n'attendait plus rien de sa vie. La mort de ses proches semblait l'avoir définitivement miné, détruisant toute la joie et la motivation qu'il avait fait vivre ces dernières années. Une semaine après tout cela, Mike a découvert les premiers cheveux gris sur ses tempes. C'est à ce moment-là qu'il a enfin réalisé que sa jeunesse était terminée et qu'il était désormais un adulte. Après son retour en ville, la première chose que le jeune homme a faite a été de vendre la propriété de ses parents. Il ne voulait plus jamais retourner au village.
Trop d'événements difficiles si son produit et Mike veut fermer la porte à cette partie de son passé pour toujours. Il s'agit de régler la question de la Terre. Le futur homme d'affaires se replonge dans ses études, essayant d'ignorer la pitié dans les yeux de ses camarades de classe. Désormais, l'objectif principal du jeune homme est de terminer l'université avec un diplôme rouge. Il voulait donc honorer la mémoire de sa mère et de son père et se prouver qu'il pouvait encore atteindre son but. Sinon, toutes ses études et son déménagement dans la grande ville n'auront servi à rien. La seule personne qui l'a soutenu pendant tout ce temps est sa petite amie Alana. Elle suit le même cursus que Mike, mais choisit la faculté d'histoire de l'art. La jeune étudiante est passionnée de peinture et d'architecture et dessine elle-même très bien. Mais elle n'a jamais cru suffisamment en ses propres forces pour passer de l'étude de l'art à sa création directe. Alana admire l'endurance et la persévérance de Mike. Aussi, lorsqu'il faillit annoncer la mort de ses proches, la jeune fille fit tout son possible pour que son bien-aimé ne se sente pas seul. C'est alors que Mike lui-même se rendit compte de la force des sentiments qu'il éprouvait pour Alana. Réalisant qu'elle seule était pour lui, pendant toute cette terrible période, un soutien et un appui, Mike décida de faire une demande en mariage à sa bien-aimée. « Veux-tu m'épouser » demanda Mike dans la cour de la Philharmonie, après qu'ils eurent quitté le concert plus tôt que prévu. Ils avaient tous deux trouvé le concert terriblement ennuyeux. Pour rendre ses paroles plus solennelles, Mike s'est agenouillé. L'homme s'est agenouillé devant sa bien-aimée et lui a tendu une petite boîte en forme de cœur recouverte de velours rouge. À l'intérieur, sur un tapis de soie blanc comme neige, se trouvait une bague de fiançailles en or ornée d'un diamant minuscule, mais étincelant comme une étoile. « Oh, mon Dieu !» Mike, s'exclama-t-elle, ravie. « Comme c'est beau !» Mike la regarda avec attente et une certaine tension dans son regard. Alana s'oublia un instant. Légèrement déconcertée par l'inattendu de la situation, elle s'exclama joyeusement, « Oui, bien sûr, je suis d'accord, mon amour. » La jeune fille est très soulagée. Dans un élan de sentiment, elle se lance dans une danse légère, après quoi il embrasse tendrement sa promise. Après le mariage, la vie reprit des couleurs pour Mike. La première chose à faire était de trouver un emploi qui leur permettrait de louer un bon appartement et de poursuivre le mode de vie culturel auquel ils s'étaient tant habitués pendant leur période d'études. Après avoir rassemblé ses documents et ses diplômes, il est donc allé passer des entretiens dans toutes les bonnes entreprises, qui étaient prêtes à examiner sa candidature à un poste d'économiste ou d'analyste financier. Après le troisième entretien, il a été accepté dans une jeune entreprise prometteuse, qui fournissait des matériaux de construction dans tout le pays. C'est dans cette entreprise que l'homme a ensuite travaillé jusqu'au moment où on lui a demandé de la diriger. Alana n'avait pas non plus l'intention de s'asseoir sur le cou de son jeune mari et a donc rapidement trouvé une place de guide dans l'un des musées de la capitale. Certes, ce n'est pas aussi prestigieux que le travail d'un véritable historien de l'art. Mais c'était certainement mieux que de travailler comme serveuse dans un restaurant bon marché, alors que son diplôme prend la poussière sur une étagère et n'apporte rien à la société. Les jeunes travaillaient dur et pouvaient ensuite disparaître toute la journée au théâtre ou dans des expositions de mode. Pendant un certain temps, le couple a vécu, comme ils l'appellent, pour eux-mêmes, profitant des sentiments et de la compagnie de l'autre. Cela ne ressemblait guère aux parents d'Alana, qui faisaient constamment pression sur leur fille pour qu'elle donne naissance à leurs petits-enfants. Cependant, la jeune fille était résolue à voler de ses propres ailes et à s'occuper de l'agrandissement de sa famille. « Je n'aime pas tes idées progressistes, ma fille. » Chaque fois que la mère d'Alana venait rendre visite à sa fille et à son gendre. « Nous faisons beaucoup de choses avec notre père, n'est-ce pas? Quand voulez-vous que nous nous occupions de vos enfants? » « Maman, tu n'as pas à t'entendre avec qui que ce soit, dit-elle en souriant. Ni maintenant, ni plus tard. Mike et moi sommes des adultes indépendants et nous sommes tout à fait capables d'élever nos enfants seuls. Si nous avons besoin de votre aide, elle sera certainement rare. Ne vous inquiétez pas, la mère d'Alana serre les lèvres et regarde sa fille avec tristesse. Elle n'avait jamais pensé qu'elle serait confrontée à la réticence de sa propre fille à avoir des enfants alors qu'elle était âgée. S'ils étaient adultes, ils auraient fait du babysitting depuis longtemps. Ou alors, au lieu de parler sans cesse de culture, que pouvons-nous faire de plus? Ashley, bien que citadine d'origine, fait partie de ce que l'on appelle la « vieille école ». Elle ne comprenait pas pourquoi sa fille et son mari ne vivaient pas comme les filles normales de ses amis. Pourquoi ne donnent-ils pas naissance à des bébés gras et souples, dont les rires couvriraient l'étendue de leur grand appartement d'une chambre du matin au soir? Tu sembles avoir complètement oublié ce qu'est la véritable mission d'une femme,
n'est-ce pas ?» demande sa mère à Alana, en la regardant d'un air de reproche. « Maman, ne commence pas, s'il te plaît, » la supplie Alana. « Alors je vais te le rappeler. »« Je n'y vois pas d'inconvénient, » poursuit Ashley, comme si elle n'avait pas remarqué son objection. La mission d'une femme est de donner naissance, de nourrir et de transmettre toute son expérience et son amour à la génération suivante. Alana se bouche les oreilles avec les mains pour ne pas entendre la même chose. La mère d'Alana avait travaillé toute sa vie comme enseignante dans un collège et avait donné naissance à Alana elle-même, très tard par rapport aux normes de ses amis, alors qu'elle avait déjà plus de 30 ans. Cependant, dès qu'elle entamait une telle conversation avec sa fille, il apparaissait immédiatement qu'elle avait de bonnes raisons de le faire, ce qui, voyez-vous, n'était pas le cas d'Alana elle-même. « Maman, je te promets que lorsque nous déciderons d'avoir un bébé, papa et toi serez les premiers à le savoir, » répondit Ashley d'un air fatigué. Sa fille était incapable d'aller à l'encontre de son entêtement. « Mais combien de temps dois-je t'attendre ?» dit la femme, puis elle tourna brusquement la conversation vers un autre sujet. Mike et Alana ont passé plusieurs années sans enfant avant de se sentir prêts à avoir un fils ou une fille. J'avais 28 ans à l'époque. Mais malgré les inquiétudes des médecins concernant son âge, la femme a réussi à avoir leur future fille pendant la plus grande partie de son mandat. Bien sûr, au début, comme toutes les femmes enceintes, elle a été tourmentée par un peu de toxicose et de gonflement au cours du premier trimestre. Mais tout cela est passé assez vite. Puis Alana s'est sentie en pleine forme. À cette époque, Mike était devenu un cadre supérieur prospère dans son entreprise, et le directeur général l'a averti qu'il le considérait comme son futur successeur. Il a déclaré que seule une personne comme Mike serait en mesure d'assurer un développement décent de son entreprise après avoir pris des vacances bien méritées. Mike prend alors les paroles de son patron au pied de la lettre et est prêt à travailler 2 ou 3 fois plus si les affaires de l'entreprise l'exigent. En même temps, il n'allait pas manquer la naissance de sa femme, ce dont il a averti la direction. Le directeur a réagi étonnamment calmement, à tel point qu'il faisait confiance à son meilleur employé et qu'il a accordé à Mike une sorte de mini-congé de maternité pendant l'accouchement. Alana était déjà en train de choisir un prénom pour le bébé lorsque la nouvelle de la mort d'Ashley a soudainement éclaté. Ce jour-là, Mike reçoit un appel du père d'Alana, qui lui annonce que sa femme a eu une crise cardiaque pendant la nuit. Mike a été dévasté par la nouvelle et, pendant un moment, n'a pas su comment l'annoncer à Alana. Il craignait qu'un tel choc n'affecte négativement l'état de l'enfant, si bien qu'il a d'abord pensé à ne rien dire à sa femme avant l'accouchement, afin qu'elle ne s'inquiète pas. Mais cette idée n'a rien donné, car Alana a très vite compris à son visage qu'il s'était passé quelque chose à la maison. « Tu me caches quelque chose, je le vois », dit-elle à Mika alors qu'elle est allongée dans la salle de travail et qu'elle caresse son gros ventre arrondi. « Réalise qu'en ne me disant rien, tu ne fais qu'aggraver la situation. » Son mari a regardé sa femme bien-aimée, et dans ses yeux, Alana a vu du regret et de la douleur. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» lui demande à nouveau la femme enceinte, avec plus d'insistance. « Quelque chose avec mes parents ? Ne restez pas silencieux, dites-moi. » Mike aspira plus d'air dans sa poitrine avant de parler lentement. « Chère Alana, tu ne t'inquiètes pas. Ta mère ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? dit-elle, pâle, même si elle avait déjà compris qu'elle avait des problèmes. Elle n'est plus avec nous, dit Mike en baissant la tête. Pendant les quelques instants qui suivirent, Alana resta silencieuse et immobile. L'homme commençait à se demander si elle n'était pas tombée en état de choc, lorsque son épouse s'exclama soudain à plusieurs reprises et en prononçant les mots suivants. « Maman, maman, chérie. Maman, maman, chérie, pourquoi es-tu partie ?» Elle éclate en sanglots. Mike tente de la calmer du mieux qu'il peut, mais il s'aperçoit rapidement que les sanglots de sa femme se sont transformés en cris douloureux. Il appelle alors une infirmière qui, après avoir examiné sommairement Alana et sondé son abdomen, déclare qu'elle est en train d'accoucher. « Oh, mon Dieu, ça fait mal !» s'écrie Alana une fois de plus, alors qu'on la transporte sur un brancard jusqu'à la salle d'accouchement. Mike avait été présent pendant tout ce temps, disant quelque chose d'encourageant à sa femme. Mais maintenant, après tant d'années, il ne se souvient plus exactement de ce que c'était. Il n'a pas été autorisé à assister à l'opération. Mike fut donc contraint de passer les heures suivantes dans le couloir, assis sur une chaise dure et inconfortable, à écouter les cris incessants de sa femme derrière la porte. L'homme d'affaires se souvient qu'à un moment donné, ses nerfs ont pris le dessus et qu'il s'est tout simplement évanoui. Il ne reprit ses esprits que lorsque le médecin qui avait mis au monde Alana le secoua violemment par l'épaule. «
Mike, vous ne vous sentez pas bien, réveillez-vous s'il vous plaît. L'homme se débattit mais reprit conscience et commença à se frotter le visage avec ses paumes pour se réveiller rapidement. Lorsqu'il a levé les yeux vers le médecin, il s'est immédiatement rendu compte que quelque chose n'allait pas. Son visage était aussi blanc que de la craie. La main qui venait de le réveiller était froide comme de la glace et en quelque sorte sans vie. « Comment va ma femme? Comment va Alana? Se sent-elle bien ?» demande d'abord l'homme d'affaires. Le médecin et l'infirmière se regardent rapidement. Le médecin informe alors Mike, « Je suis désolé Mike, nous avons fait tout ce que nous pouvions pour votre épouse, mais l'hémorragie était trop importante. De plus, la petite fille était très grosse. En sortant, elle a touché une artère vitale du corps d'Alana. Elle n'avait aucune chance. Encore une fois, toutes mes condoléances. » Mike sentit alors son menton trembler d'horreur. Des larmes salées jaillirent de ses yeux de leur propre chef. « Non, » murmura-t-il en secouant négativement la tête. « Non, ce n'est pas possible. Elle ne peut pas mourir, elle ne peut pas. »« K, emmenez Mike dans la chambre d'amis et mettez-le sous sédatif, » ordonna le médecin à l'infirmière. « Nous ne voulons pas qu'il fasse une crise ici. » L'homme lui-même ne se souvenait pas comment il s'était retrouvé dans la salle, allongé sur le lit dur et fixant le plafond en un seul point à côté du vieux lustre. Il commençait seulement à comprendre qu'il l'avait perdu. Il avait perdu son Alana, la seule femme avec laquelle il se sentait vraiment vivant et heureux. Ils étaient mariés depuis presque 8 ans. 8 ans. Il n'arrivait même pas à y croire à l'époque. Il lui semblait qu'ils n'avaient pas été mariés plus d'une semaine ou deux. Et maintenant, elle était partie. Mon Dieu, il rugit comme un animal blessé. De quoi s'agit-il? Tout ce qui restait dans sa poitrine. Tout ce qui restait de son âme semblait avoir été réduit en cendres. La douleur de la perte était si intense qu'il la ressentait physiquement. À l'endroit même où se trouvait son cœur torturé. Ce n'est que plus tard qu'il se souvint qu'il avait un enfant. Une fille, ma fille. Qu'est-ce qu'elle a? Demande Mike, le silence l'entourant. Sautant du lit, l'homme se précipite au cabinet du médecin et pose la même question au chirurgien qui a mis au monde sa femme. Calmez-vous, asseyez-vous, s'il vous plaît, lui indique le médecin en lui montrant une chaise. Lorsque Mike s'est exécuté à contre-séhure, la femme a poursuivi. Votre fille va bien. Elle est dans une capsule post-partum en ce moment. C'est tout à fait normal pour sa situation. L'homme d'affaires la regarda comme si son avenir dépendait de ses paroles. Si l'on considère que sa mère est morte, la nutrition ultérieure du bébé devra se faire uniquement par alimentation artificielle. Je vous suggère donc de vous pencher sur la question dès que possible. Le médecin regarda Mike d'un air un peu sévère, mais lorsqu'elle vit qu'il était sincèrement inquiet du sort de son enfant et qu'il vivait en même temps la mort tragique de sa femme, elle s'adoucit considérablement. Écoutez, je comprends ce que vous vivez, honnêtement. Mais vous n'êtes pas le premier et, malheureusement, pas le dernier homme dont la femme meurt pendant l'accouchement. Cela arrive. Et vous n'y pouvez rien. Le médecin se rapproche de l'homme d'affaires et poursuit, la seule chose à laquelle vous devez penser en ce moment, la seule chose sur laquelle vous devez vous concentrer le plus possible, c'est votre petite fille dans la boîte du nouveau-né. Soyez donc un modèle pour elle. Soyez forte, confiante dans votre réussite. Croyez-moi, les enfants ne lisent pas tout cela plus mal que les adultes. En outre, cela vous aidera à vous rapprocher. Ce qui, pour un enfant qui a perdu sa mère dans les premières heures de sa vie, est incroyablement important. Mike acquiesça lentement et avala difficilement l'énorme boule acide qu'il avait dans la gorge. Si tout ce que disait le médecin était vrai, alors il serait le meilleur père du monde pour sa fille. Lorsqu'il fut autorisé à venir chercher sa fille, Mike faillit pleurer en voyant la petite fille dans l'enveloppe rose et chaude. Le jour même, il a donné à la petite fille le nom de Darla, qui, en traduction du grec, signifie gagnante. Pendant les 17 années qui ont suivi, l'homme d'affaires a fait tout ce qui était en son pouvoir pour sa fille, afin qu'elle ne cesse jamais de ressentir son amour et son soutien. Bien que les débuts aient été très difficiles pour ce père célibataire, il est parvenu à survivre à cette période difficile. Bien qu'il soit constamment occupé, Mike essaie toujours d'être présent pour son enfant chaque fois que c'est possible. Darla n'a jamais passé un seul anniversaire ou un seul réveillon seul ou entouré uniquement de baby-sitting et d'enfants de la garderie. Alors, quand sa fille de 4 ans s'est mise à s'intéresser sérieusement à la gymnastique rythmique, le père n'a pu que s'émerveiller. Le père n'a fait que s'émerveiller de la volonté et de l'endurance de sa non décrite Darla.
Le grand-père de la petite fille, John, qui a beaucoup aidé son gendre pendant les premières années, a emmené la petite fille à la section, et plus tard, à des compétitions. Darla adorait son grand-père et le considérait comme son deuxième meilleur ami sur Terre après son père. Malheureusement, John était déjà assez âgé à l'époque et, comme sa défunte épouse, souffrait de problèmes cardiaques. Lorsque la petite fille a eu 9 ans, son grand-père est décédé. La cause de la mort de l'homme était un accident vasculaire cérébral massif, qui a immédiatement entraîné une complication fatale pour son cœur. Darla a pleuré très fort et très longtemps à ce moment-là. Elle ne pouvait pas imaginer la vie sans son grand-père bien-aimé. Mike a donc été contraint de prendre des vacances imprévues dans son entreprise pour une durée indéterminée. Pendant les 2 semaines qui ont suivi, il n'a jamais quitté sa fille, l'améliorant et la distrayant constamment jusqu'à ce que le chagrin de la petite enfant s'estompe peu à peu. Avec le temps, Darla reprit sa routine habituelle et son entraînement constant, et ce fut le salut qui l'aida à se calmer enfin et à devenir plus forte et plus solide d'esprit. Je dédierai toutes mes victoires à mon grand-père, promit Darla à son père. Je crois que lui, maman et grand-mère veillent sur moi depuis le ciel et qu'ils aimeraient vraiment me voir réussir dans le sport. Bien sûr, ma chérie, sourit l'homme d'affaires avec tendresse. Il caresse sa fille dans ses cheveux doux et châtains. Tu sais, tu es une fille incroyablement sage. Je suis vraiment heureux que tu aies pu te détacher de ton grand-père et continuer à profiter de la vie. Je t'aime, papa, lui répondit brièvement Darla en serrant son père très fort dans son cou. Mike, ça va? Tu m'entends? Annonce l'homme d'affaires et son chauffeur alors qu'ils approchent déjà du bureau. L'homme sort ainsi de sa rêverie. Pourquoi? Oui, bien sûr, Nicolas, tu disais quelque chose, je n'ai pas pu revenir à la réalité tout de suite. Le chauffeur de Nicolas le regarda attentivement dans le rétroviseur, mais ne dit rien. Il avait souvent remarqué que son patron était plongé dans ses pensées lorsqu'il était sur la route, et il y était donc habitué. Oui, je vous le dis, les ressources humaines viennent d'appeler pour dire qu'ils ont pu vous trouver une nouvelle réceptionniste, dit Nicolas. Au même moment, il gare soigneusement la voiture du propriétaire. Ils veulent que vous la regardiez. Ils disent que c'est une femme très compétente. Elle sait ce qu'elle fait. Il semblerait même qu'elle ait travaillé pour vos concurrents il y a quelque temps, mais qu'elle les ait quittés parce qu'elle n'était pas satisfaite de son salaire. Oh, oui, dit Mike en riant. Très bien, voyons voir qui est cette femme. J'espère qu'elle sait au moins faire du bon café. Un quart d'heure plus tard, il recevait déjà dans son bureau une grande beauté aux jambes longues, âgée d'une trentaine d'années, qui lui tendait sa main fine et gracieuse. En signe de bienvenue, la femme se présente sous le nom de Vivi et fait part à l'homme d'affaires de sa longue expérience dans le domaine du secrétariat. Le chef d'entreprise constate avec satisfaction que les recruteurs ne lui ont pas menti. Cette brune sulfureuse aux lèvres pulpeuses et à la taille fine avait vraiment de la dignité et savait se présenter comme une vraie professionnelle. Et son apparence magnifique était la cerise sur le gâteau, correspondant aux exigences d'une entreprise aussi réputée que. Je pense que nous travaillons avec vous Vivi, félicitations, vous avez été engagée par nous. Bien sûr, vous devrez d'abord passer par une période d'essai. Mais je pense que cela ne devrait pas vous poser de problème. Vivi lui adressa un sourire charmant et spécial, puis fit passer une mèche de ses cheveux noirs, couleur café amer, par-dessus son épaule dans un mouvement élégant. Merci, Mike. Je suis sûr que j'apprécierai moi aussi de travailler pour votre entreprise. Je sens l'énergie positive qui règne ici. La femme se souleva facilement de la chaise et, à ce moment-là, l'homme d'affaires aperçut une petite partie de son décolleté bronzé, mais plutôt osé. Vivi sourit à nouveau. Tandis que Mike tombait involontairement dans la fièvre et, pendant quelques instants, avait même du mal à respirer. Depuis la mort de son épouse bien-aimée Alana, l'homme d'affaires ne s'était jamais remarié. De plus, il n'avait pas réussi à trouver une compagne digne de ce nom avec laquelle il pourrait passer son temps en toute insouciance et qui pourrait lui ouvrir son âme aussi facilement qu'avec sa femme. Oh, et il était tout aussi inquiet pour Darla. Comment la jeune fille réagirait-elle à la présence d'une autre femme dans sa vie? S'entendrait-elle avec une hypothétique belle-mère? Ou bien leur relation serait-elle constamment tendue? Toutes ces craintes tourmentaient Mike et ne lui donnaient pas l'occasion de se détendre en compagnie d'une femme agréable. Plus tard, il abandonna ses pensées, invoquant son âge et son activité professionnelle constante. Molle, qui m'épousera, moi qui suis si occupé? Et là, devant lui, se tenait cette étonnante Vivi, dont le sourire pouvait rendre fou n'importe quel homme sensé en un claquement de doigts.
Le cœur de l'homme d'affaires battit plus vite en imaginant qu'il pourrait épouser une si belle personne. Cependant, Mike s'empressa de chasser ces pensées de son esprit. Il ne voulait pas devenir une mauvaise illustration de la fameuse blague du patron et de sa fidèle secrétaire maîtresse. Rassemblant tout son sang-froid dans un point, Mike dit poliment au revoir à la jeune femme, qui lui adressa un sourire prometteur en retour, puis répondit tranquillement. « J'attends avec impatience mon premier jour de travail. »« Bonne journée, Mike, dit-elle, et aussi gracieusement qu'elle était entrée, elle s'éclipsa par la porte ouverte de son bureau. L'homme d'affaires s'appuya sur sa chaise avec soulagement et prit quelques profondes inspirations et expira. Il ne s'attendait pas à un tel retournement de situation, même de sa part. Se pourrait-il que, pour la première fois depuis toutes ces années, une véritable sensation de chaleur ait surgi dans son âme, qu'il s'agisse de la chute de l'amour, que tant de poètes célèbres ont chanté dans leurs vers à maintes reprises. Quoi qu'il en soit, nous devons d'abord examiner de plus près cette Vivi. Mike se dit. À mon âge, cela ne vaut pas la peine de se jeter à l'eau. Nous devrions attendre un peu. Ayant pris sa décision, l'homme se remit difficilement au travail et passa le reste de la journée à rédiger un nouveau rapport final. Mais il a beau faire, il ne parvient pas à chasser de son esprit la belle secrétaire avec laquelle il doit maintenant travailler côte à côte. Quel vieil imbécile! Se gronde Mike. Dieu te garde de tomber amoureux à un âge avancé. Que vas-tu faire de tous ces sentiments? L'homme secoua la tête et se reprocha son manque de cœur. Au même moment, Vivi, un sourire satisfait sur le visage, quittait le bâtiment et montait dans un taxi à l'appel du chauffeur. La femme s'appuya contre la vitre de la voiture et se dit joyeusement. « C'est bon? Tu m'as raccroché, mon bonhomme. Maintenant, je vais tout tirer de toi. C'est un péché de manquer un si gros poisson. Il est temps pour moi d'obtenir ma part de bonheur avec un millionnaire. Je vais d'abord finir cette chose, et ensuite je m'occuperai de toi, Mike. » Elle demanda au chauffeur de monter le son et il tourna le bouton de la radio. Le salon était rempli d'une chanson pop dans laquelle la chanteuse se vantait joyeusement aux auditeurs de sa richesse et de son bonheur, qui consistait en avions privés, diamants et riches idiots. En fait, Vivi n'aimait pas trop la musique, mais cette chanson reflétait son humeur de joueuse en ce moment. Quelques semaines plus tard, la vie de Mike s'est brusquement divisée entre l'avant et l'après. L'homme d'affaires déposa sa fille à l'entraînement comme d'habitude et se rendit lui-même au bureau. Darla, fraîchement diplômée, a décidé de lier enfin sa vie à la gymnastique rythmique. C'est pourquoi elle voulait d'abord participer à des compétitions régionales, puis commencer à se préparer à entrer à l'Institut d'éducation physique. Ce jour-là, rien ne laissait présager la terrible catastrophe qui, dans un avenir très proche, allait faire irruption dans la vie de Mike. Comme un orage sinistre, il travaillait dans son bureau comme d'habitude, quand soudain son téléphone portable a sonné, l'écran à hauteur de son visage. L'homme est surpris de voir que c'est sa fille qui l'appelle. C'est étrange, se dit l'homme d'affaires. Darla n'appelle jamais pendant l'entraînement. Et qu'il se passait quelque chose. Sentant un léger malaise dans son âme, Mike décrocha le téléphone. « Bonjour, dit-il prudemment. »« Allô ? » ?»« Bonjour. » Mike, lui demande une voix féminine inconnue. « Oui, » répond l'homme d'une voix tremblante. « Et pourquoi appelez-vous du portable de ma fille? Qui êtes-vous » Il y a eu une seconde pause à l'autre bout du fil, puis la même voix a parlé. « Je m'appelle Tina, je suis l'entraîneur de votre fille Darla. Votre fille vient de s'évanouir pendant l'entraînement. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé, mais une ambulance l'emmène en ce moment même. Vous feriez mieux de venir à l'hôpital. J'ai dicté l'adresse. » Mike sentit le sol se dérober sous ses pieds, et tout devint dramatiquement sombre dans ses yeux. Il nota l'adresse de l'hôpital et, après avoir bu un grand verre d'eau avec un comprimé sédatif, il s'y rendit en voiture. Lorsqu'il a expliqué aux urgences qui il était et qui il était venu voir, il a été immédiatement conduit chez le médecin qui l'a pris en charge. On l'a immédiatement conduit au médecin qui s'occupait de l'état de Darla depuis son admission à l'hôpital. En regardant le médecin, l'homme d'affaires remarqua avec agacement que l'expression de son visage était très inquiète. « Expliquez-moi ce qui ne va pas avec ma Darla », lui demanda Mike en entrant dans son bureau. Le médecin hésita, ne sachant pas trop par où commencer. Puis il demanda avec un soupir. « Dites-moi, avez-vous déjà remarqué des symptômes suspects chez votre fille? Des ecchymoses soudaines, une faiblesse, une température corporelle élevée sans raison particulière? »
L'homme d'affaires secoue la tête d'un air confus. Non, jamais. Ma fille est une athlète. Bien sûr, elle a souvent des bleus. Mais aucune des choses que vous venez de mentionner. De toute façon, Darla ne s'est jamais plainte de quoi que ce soit. Vous voyez, je travaille beaucoup, même si j'essaie d'être plus souvent à la maison, mais ce n'est pas toujours possible. Le docteur fit tourner le stylo dans ses mains, pensif, avant de répondre. Je vois, dans ce cas j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Mike se crispa, incapable d'envisager ce que le médecin allait lui dire. Mon Dieu, qu'est-ce qui ne va pas avec ma fille, demanda-t-il à voix basse. On soupçonne que Daria est atteinte d'une leucémie aiguë. Un examen a montré qu'elle a un taux monstrueusement excessif de certaines enzymes responsables de la coagulation du sang. Malheureusement, une telle maladie peut apparaître chez une personne à presque n'importe quel âge. Et les adolescents qui pratiquent une activité physique sont, hélas, également menacés. Mike baisse les yeux, incapable de regarder le médecin. Il n'a pas encore compris que sa fille est en danger de mort. Jetant un coup d'œil sur ses genoux, l'homme d'affaires est surpris de constater que ses mains tremblent légèrement. Il lui semblait qu'il se trouvait dans un terrible cauchemar dont il n'y avait qu'une seule issue pour se réveiller. « Dites-moi, y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour l'aider » demanda l'homme d'affaires au médecin d'une voix éteinte. Sa propre voix lui semblait étrangère, comme s'il se voyait et s'entendait de l'extérieur, comme dans un film. Le médecin l'a regardé attentivement et a répondu avec un soupir. « Oui, mais nous n'avons pas beaucoup de temps. Nous devons encore procéder à des examens complémentaires. Pour l'instant, la jeune fille reste sous notre responsabilité. Vous pouvez faire tester votre sang. Si vous êtes parfaitement compatible, nous pourrons procéder à une greffe de moelle osseuse. De vous à votre fille. C'est le seul moyen de vaincre complètement la maladie. » Une petite lueur d'espoir brille dans les yeux de l'homme d'affaires à la vue des paroles du médecin. « Bien sûr, docteur, je suis prêt à faire n'importe quoi, même à me donner entièrement pour des parties, juste, bien, acquiesce-t-il. Venez donc. Il faut vous préparer. » Mike arrêta le médecin et lui toucha légèrement le bras. « Excusez-moi, mais puis-je voir Darla ? J'ai besoin de parler à ma fille, de lui expliquer les choses. Je veux dire, elle doit être dans un tel état de terreur en ce moment. » Le médecin répondit d'une voix douce, « Ne vous inquiétez pas, elle sait déjà tout. Votre fille est une vraie battante, elle a pris la nouvelle si calmement. » Le médecin regarda l'homme d'affaires avec un peu d'envie. « Vous savez, si j'avais une fille comme ça, je serais incroyablement fier d'elle. Une telle résistance et une telle volonté de vivre. » Mike hocha la tête d'un air absent. « Oui, j'ai une fille comme ça. Vous n'êtes pas la première personne à me dire ces mots. » Quelques heures plus tard, lorsque tous les tests nécessaires ont été effectués, le médecin quitte le cabinet en regardant les résultats d'un air morose. À l'expression de son visage, l'homme d'affaires comprend que le médecin est très mécontent de quelque chose. « Docteur, comment puis-je être un donneur pour Darla ?» Le médecin détache lentement son regard des papiers. Ses yeux étaient pleins de regret et de tristesse. « À mon grand regret, Mike, vous n'êtes pas compatible. » À cet instant, le monde perdit instantanément toutes ses couleurs dans les yeux de l'homme d'affaires. Mike se sentit piqué au vif et s'assit lentement sur le bord de la chaise qui se trouvait dans le hall. « Pourquoi ? demanda-t-il. « Cela arrive souvent, répondit le docteur le plus calmement possible. Ne vous énervez pas avant l'heure. Vous avez juste besoin d'un parent plus proche avec un matériel génétique similaire. Dites-moi, votre fille a-t-elle des frères et sœurs ? Peut-être que la mère de la fille pourrait essayer de donner son sang aussi. » Le millionnaire déprimé a du mal à répondre. Sa mère est morte en couche il y a des années. Je suis le seul qui lui reste. Darla n'a ni frère ni sœur. Le médecin serra les lèvres et s'assit à côté de l'homme d'affaires. Il ne vous reste plus qu'à trouver d'urgence un donneur. Je vais bien sûr envoyer une demande par mes canaux, mais les chances d'en trouver un aussi rapidement sont minces. Essayez de trouver d'autres parents de Darla, de préférence du côté de sa mère. Même le parent le plus éloigné pourrait avoir un phénotype qui correspond au nôtre. Mike écoutait le médecin alors qu'il avait la tête dans le brouillard. Finalement, se tournant vers le médecin, il le regarda avec des yeux pleins de supplications muettes. « Est-ce que je peux encore voir Darla ? S'il vous plaît. » « Bien sûr, allons-y,
répondit instantanément le médecin et il conduisit l'homme vers la chambre privée où sa fille avait été transférée à la demande de Mike après son examen initial et tous les soins nécessaires. « Papa !» s'exclama Darla. Et son père se précipita vers elle, serrant sa fille dans ses bras. « Darla, chérie, comment vas-tu » demande-t-il à l'homme d'affaires. Des larmes brillent déjà dans ses yeux. Darla était très pâle, mais elle tenait le coup. Lorsqu'elle parle, sa voix est presque joyeuse. « Normal, vu ce qui m'est arrivé. »« Papa, comment est-ce possible ? Pourquoi cette maladie m'a-t-elle choisi ?» Il n'y avait pas de peur dans les yeux de Darla, mais une grande interrogation y brillait. Et aussi un sentiment d'injustice. Et mes compétitions, mes entraînements. La jeune fille essayait de parler des choses les plus quotidiennes, tentant manifestement de repousser ainsi les pires pensées. Mike sourit à sa fille à travers ses larmes et lui caressa le visage aussi doucement que si elle était en cristal. « Je crains qu'il ne faille dire adieu à tout cela pendant un certain temps, » dit-il lentement. « La chose la plus importante maintenant, c'est votre santé. » Après un moment de silence, l'homme d'affaires décida d'être honnête avec sa fille. « Darla, malheureusement, je ne pourrai pas être ton donneur. Mon sang ne te convient pas, mais je vais résoudre ce problème. Je trouverai un donneur, je te le promets. » En apprenant que son dernier espoir s'était dissipé comme de la fumée, Darla n'a pas pu retenir ses propres larmes. « Combien de pères ? Quoi ? Combien de pères ? » Il n'a pas compris. « Combien les médecins me donnent-ils » L'homme soupira lourdement, et à cause de ce soupir, la jeune fille comprit qu'il ne lui restait plus beaucoup de temps à vivre. « Je vois » murmure lentement Darla. « Il se trouve que c'est peut-être notre dernière rencontre. » La jeune fille lui lança un regard si perçant que le cœur de l'homme d'affaires se serra. « Non, bien sûr que non » tenta de la rassurer Mike. « Je reviendrai vous voir. J'essaierai juste de trouver quelqu'un dont le sang te convient parfaitement. Je te sauverai, ma fille, je te le jure. » Darla caressa lentement la joue de son père en disant « Promets-moi de ne pas abandonner, même si je ne fais plus partie de ta vie. Tu dois absolument vivre et te souvenir de moi. Alors je serai en paix là-haut. » La jeune fille lève les yeux vers le plafond, en référence au ciel où résident sa mère, son grand-père et sa grand-mère. « Ne me dis pas de telles choses » s'exclama Mike, désespéré. « Tu vas vivre. Tu m'entends ? Tu vas vivre. » Mike commença à couvrir la main de Darla de baisers, puis lui assura qu'il viendrait la voir dans quelques jours. Sa fille embrasse une dernière fois son père sur la joue, puis l'homme d'affaires la confie au médecin et quitte l'hôpital comme s'il venait de se faire écraser par un train. 1 mois. Il ne restait plus qu'1 mois à sa fille, car la maladie s'est abattue sur elle avec une force terrible. Selon le médecin, la leucémie aurait pu être déclenchée par un stress extrême à la veille de la compétition. Pour la première fois de sa vie, Mike regrette d'avoir donné sa fille à la gymnastique rythmique. Impuissant, l'homme s'affale sur les marches de pierre froide qui mènent au centre médical et, désespéré, se prend la tête dans les bras. Que faire maintenant ? Où trouver ce maudit donneur, alors que toute la famille d'Alana était morte depuis longtemps et qu'il n'avait jamais entendu parler d'un autre parent ? À ce moment-là, il vit une femme s'arrêter devant lui. Ou plutôt, il ne la vit pas en entier, juste ses pieds chaussés de sandales d'été ouvertes. Une longue jupe en tissu léger s'enroulait autour de ses jambes et Mike leva lentement son visage inquiet vers elle. « Qui êtes-vous » demanda-t-il en regardant la diseuse de bonne aventure qui lui souriait en se promenant tranquillement dans les rues de la ville à cette heure-ci. « Je suis Anna » répondit solennellement la voyante en lui tendant la main. « Je vois que vous avez besoin d'aide, mon cher. Permettez-moi de vous faire une voyance sur votre main. N'ayez pas peur, je ne vous demanderai pas d'argent. Je vois quand les gens sont vraiment préoccupés par leurs problèmes et quand ils demandent une voyance pour s'amuser. Le plus intéressant, c'est que cette Anna n'avait pas du tout l'air d'une gitane d'un tabord ambulant. C'était une jeune femme d'environ 25 ou 27 ans, habillée décemment, avec de longs cheveux blonds attachés en queue de cheval et une veste en jean bleu clair jetée négligemment sur ses épaules blanches et aristocratiques. Ses yeux bleus regardaient Mike avec une telle sympathie et une telle chaleur qu'il n'eut pas le cœur de la repousser. « Je ne pense pas que vous puissiez m'aider, » répondit l'homme d'affaires d'un air fatigué. « Je pense que personne ne pourra trouver la réponse à la question qui me préoccupe plus que tout au monde. » Les sourcils de la voyante se haussèrent de surprise. « Vous ne croyez pas au pouvoir de mon don ? Ou pensez-vous que parce que je ne ressemble pas à une gitane, je ne vous suis d'aucune utilité ?
J'ai d'ailleurs une grand-mère gitane irlandaise. Mike regarde la jeune fille avec curiosité. C'est la première fois que j'entends parler d'une telle chose, dit-il en se levant lentement. Eh bien, Anna, si vous en êtes si sûre, je vous en prie. L'homme tendit sa main à la voyante qui la prit instantanément, scrutant les petites lignes sur sa paume et ses doigts. Pendant ce temps, Anna faisait tourner la main d'avant en arrière. En même temps, elle marmonnait des affirmations, comme si elle avait déjà tout compris et qu'elle n'attendait qu'une confirmation de son étonnante découverte. C'est clair. Enfin, elle regarda l'homme riche avec une réelle inquiétude. Avez-vous un membre de votre lignée qui est malade? Une fille ou une sœur très proche? Je pense qu'il s'agit de la fille en fin de compte. Vous voulez l'aider, mais vous ne savez pas comment, le destin vous dit qu'il faut en trouver une autre. Alors tu pourras la sauver. Mike, qui était resté là pendant tout ce temps à écouter les 10 heures de bonne aventure avec un étonnement non dissimulé, fronça soudain les sourcils. Je veux dire, en quoi est-ce que c'est trouver un autre? Qu'est-ce que ça veut dire? Anna jeta un nouveau coup d'œil rapide à sa paume et hocha la tête d'un air affirmatif. C'est bien cela. Il n'y a pas de doute possible. La prophétie le dit. Mike retira ses paumes des mains de Anna et marmonna, déçu. Qu'est-ce que c'est que cette absurdité? Je veux dire, j'ai failli tomber dans le panneau. Bon sang. Anna, réalisant que l'homme d'affaires ne la croyait pas, se contenta de hausser les épaules. C'est à vous de voir. Je vous ai dit toute la vérité telle qu'elle est. C'est le salut de votre fille. Si vous la laissez se perdre, vous ne vous souviendrez pas de moi en mal, parce que je vous avais prévenu. Sur ces mots, Anna s'éloigna consciencieusement vers le parc, laissant le riche homme anxieux et choqué seul en trouver une autre. Qu'est-ce que cela pouvait bien vouloir dire? Pendant ce temps, l'homme d'affaires reste perplexe. Même s'il ne croyait pas aux prédictions de cette étrange blonde, son instinct lui soufflait que cette phrase avait une utilité. Quelque chose qui l'aiderait à se sortir de la situation désastreuse dans laquelle il se trouve avec Darla. Anna rentrait chez elle lorsqu'elle fut témoin d'une scène horrible. En traversant le pont, la voyante a vu une jeune fille d'environ 17 à 18 ans escalader la balustrade. Ses intentions étaient plus que faciles à deviner. Anna se précipita vers elle et, par miracle, parvint à saisir la malheureuse par l'épaule, la tirant vers le bas avec force. Elle lui cria alors qu'elle était déjà assise sur le trottoir, agrippée à la balustrade, « Tu as perdu la tête? Tu en as assez de la vie, ou quoi ?» Et si c'était le cas, lui répond la malheureuse, et de grosses larmes lui montent aux yeux. Si je n'ai rien et que je n'ai nulle part où vivre, que voulez-vous que je fasse, que je demande l'aumône? Après avoir respiré un peu, la diseuse de bonne aventure s'agenouille à côté de la jeune fille. Écoutez, je comprends que vous traversez quelque chose. Apparemment, quelque chose de très grave. Tu viens de décider de sauter du pont dans la rivière. Mais seule la chose la plus horrible et la plus injuste au monde ne devrait pas te pousser à faire quelque chose d'aussi stupide, tu sais? La vie est la chose la plus importante, la plus précieuse que nous ayons. Tu ne peux pas essayer de t'en éloigner comme ça? La jeune inconnue regarda la voyante, et son visage refléta le désespoir et l'angoisse. Je me suis fait avoir, tenta-t-elle d'expliquer. Tellement trompée que maintenant je ne sais pas comment continuer à vivre ou quoi faire. Anna la regarde d'un air dubitatif. Et le petit ami? Pas question, dit l'inconnu. Elle essaya de se lever, mais elle tremblait encore un peu à cause du choc qu'elle avait subi. Ma tante. Elle m'a volé mon appartement par fraude. Et elle a changé les serrures. Je n'ai même pas eu le temps de prendre mes affaires avant qu'elle ne me jette dehors comme un chaton. La jeune fille se couvre le visage de ses mains et pleure amèrement. Elle avait surtout pitié de cette jeune fille stupide, prête à renoncer à sa vie pour quelques misérables mètres carrés. La voyante lui propose alors, vous savez quoi? Allons chez moi maintenant, je te donnerai du thé chaud, nous mangerons quelque chose en même temps, et tu me diras tout en détail, qui et comment tu as trompé. Je pourrais peut-être t'aider d'une manière ou d'une autre. La jeune fille la regarda avec des yeux rouges et pleins de larmes et hocha la tête avec reconnaissance. La jeune fille la regarda avec des yeux rouges et pleins de larmes et hocha la tête avec reconnaissance. Et pardonnez-moi, je ne voulais effrayer personne. C'est juste ma façon d'être, par désespoir. Ne vous inquiétez pas, je ne suis pas vindicative, dit la voyante en souriant et en tendant la main pour se présenter. Je m'appelle Anna. Quel est le vôtre? Leslie, acquiesça la jeune fille.
Quel beau nom vous portez. C'est quelque chose d'européen ou de grec, expliqua la voyante. C'est très rare aujourd'hui. C'est ma grand-mère qui l'a choisi pour moi. Elle espérait que je ferais moins d'erreurs dans ma vie que ma mère. La jeune femme explique à Leslie que le prénom Anna se traduit en grec ancien par « pur ». Or, la mère de la voyante se caractérisait par un amour et une mobilité excessifs, dont elle a fini par payer le prix. Sa grand-mère disait qu'elle avait été envoyée dans l'autre monde par l'un des anciens fans, dit Anna. Entre les deux. Pendant qu'il faisait chauffer la bouilloire et mettait les biscuits sablés aromatisés dans une soucoupe. Ils sont alors arrivés dans le petit appartement de la voyante. Quelle horreur! Leslie leva les mains. Comment avez-vous pu survivre à cela? La femme se contenta de hausser les épaules et de jeter sa veste sur le vieux canapé en peluche. Je ne sais pas, je n'avais que 5 ans à l'époque. C'est comme ça que ma grand-mère m'a élevé. Elle s'occupait de moi tout le temps avant cela, pendant que ma mère reprenait sa vie en main. Lorsque tout cela s'est produit, elle m'a emmené loin du Tabor et a déménagé ici, en ville. Depuis, nous vivons ensemble. Elle m'a appris son métier et j'ai été la meilleure aide ménagère pour elle. C'est dommage qu'elle n'ait pas vécu assez longtemps pour voir mon diplôme de fin d'études secondaires. Ma grand-mère m'avait fait une telle robe que toutes mes camarades de classe ont été vertes de jalousie pendant toute la soirée. Perdre sa mère est la plus grande tragédie dans la vie d'une personne, dit Leslie avec nostalgie. Puis elle ajoute, j'ai aussi perdu la mienne récemment. Il y a 4 mois à peine. Je suis désolée, dit la voyante en baissant les yeux. Que s'est-il passé? Je suis désolée si je suis indiscrète. Vous m'avez promis de me dire ce qui vous est arrivé. Vous vous souvenez? Leslie regarde tristement sa nouvelle connaissance. L'accident. Maman rentrait du travail et traversait la route à un feu vert. À ce moment-là, une voiture s'est renversée. La police a dit qu'il y avait eu un problème de freinage ou quelque chose comme ça. Quoi qu'il en soit, maman a disparu, renversée par une voiture. Anna la regarde avec sympathie. Et puis elle est apparue. C'est sa sœur, ma tante, poursuit la jeune fille. Je venais de terminer le lycée et je voulais aller à l'institut pour étudier l'histoire. Tout m'est tombé dessus si soudainement et si terriblement. La mort de ma mère, ne pas savoir quoi faire ensuite, soupire Leslie avant de poursuivre. Elle est venue à l'enterrement pour la première fois. Elle était belle et attentionnée. Elle m'a aidé pour la veiller. Mais quand tous les invités sont partis, c'est comme si elle avait été remplacée. Une salope froide et calculatrice. C'est ce qu'elle est devenue. Oui, vous et votre tante avez une relation tendue, dit Anna, surprise. C'est un euphémisme, dit Leslie avec colère, en essuyant ses larmes avec son poing. Je veux dire, elle voulait seulement l'appartement de sa mère. C'est tout. Elle s'est plainte que j'étais la seule à vivre dans un 2 pièces aussi grand, et qu'elle devait aller dans des appartements loués. Comme c'est une sœur, elle a aussi droit à une partie de la propriété de sa mère. J'ai essayé de lui expliquer qu'elle n'était pas mentionnée dans le testament. Mais cette femme est incroyablement têtue. La voyante écoute sans l'interrompre, laissant à la jeune fille la possibilité de s'exprimer. En fin de compte, poursuivit Leslie, ma tante a suggéré que nous partagions la maison. Ma tante a suggéré que nous partagions l'appartement pour qu'aucune de nous ne soit offensée. J'étais un peu contrarié, bien sûr, mais je me suis ensuite senti désolé. Ma mère et elle n'ont jamais eu de bonnes relations. Je ne sais pas ce qui l'a provoqué, mais ce devait être quelque chose de grave. Il est peu probable qu'elle se soit disputée pour des bêtises. Leslie prend une grande gorgée de thé et termine son histoire peu drôle. Quoi qu'il en soit, j'ai accepté l'échange, mais elle a fait venir son avocat et je n'ai même pas pu lire ce que je signais. C'est ma faute, bien sûr. J'aurais probablement dû insister pour qu'on me laisse le temps de me familiariser avec les documents. Mais en fait, il s'est avéré qu'il n'y a pas eu d'échange. Et je lui ai signé, à cette tante, un acte de donation pour l'appartement de ma mère. Là encore, la jeune fille ne peut contenir ses sentiments et pleure littéralement à chaudes larmes. Quelle idiote je fais, se reproche la jeune fille. Comment ai-je pu la croire? Tu ne savais pas qu'elle voudrait te faire une chose aussi méchante, essaya de la réconforter la voyante. C'est toujours la dernière chose à laquelle on s'attend de la part des personnes les plus proches. Mais Leslie se contente de secouer la tête négativement. J'aurais dû sentir,
j'aurais dû deviner que puisqu'elle agissait de façon si étrange et persistante, elle préparait certainement quelque chose de mal. Mais je suis tombé dans le panneau comme une poule mouillée. La jeune fille raconte que le lendemain, lorsqu'elle est revenue du cours préparatoire de l'institut, elle n'a pas pu se rendre chez elle. La jeune fille a longuement frappé à la porte, jusqu'à ce que la tante ouvre la porte et annonce que l'appartement lui appartenait désormais. Et c'est le sien qu'elle vient d'inventer. Vous imaginez ce que je ressens ? Demanda-t-elle à la voyante. Elle m'a dit qu'elle avait changé les serrures et qu'il n'y avait plus rien dans cette maison qui m'appartenait. Et quand je lui ai demandé où j'allais maintenant, sachant ce qu'elle m'avait dit, Anna regarde la jeune fille avec curiosité. Elle m'a dit que je pouvais essayer d'entrer à l'institut la première fois et étudier directement à plein temps, avec un budget. Ensuite, on m'attribuera une chambre dans le dortoir et j'aurai un endroit où vivre. La jeune voyante s'étonne du cynisme de cette horrible femme. Elle lui tapota l'épaule. D'accord, ne t'inquiète pas, nous trouverons bien quelque chose. En attendant, tu peux vivre chez moi aussi longtemps que tu le souhaites. Ma fille, tu es une bonne fille. Je vois que tu ne mens pas à propos de ta tante et de ta situation. Chacun d'entre nous pourrait être dans cette situation. Si tu savais ce que je vois parfois quand je me promène en ville et que je lis dans les mains ou les cartes des gens. Anna secoua la tête d'un air entendu. Une petite lueur d'espoir apparut alors dans les yeux de Leslie. Merci beaucoup, dit-elle en remerciant la voyante avec ferveur. Je vais certainement trouver un emploi. Vous verrez. Je t'aiderai à faire le ménage, je t'aiderai à cuisiner si tu veux. En réponse, Anna conseille à la jeune fille de ne pas s'inquiéter et lui promet de trouver un moyen de donner une leçon à sa tante et de rendre à Leslie l'appartement qui lui revient de droit. Pendant les 2 semaines qui suivent, Leslie vit dans le petit appartement de Anna et l'aide à s'occuper de la maison. Pendant ce temps, la jeune voyante gagnait sa vie et la sienne en divertissant les passants dans le parc lors de la foire du week-end, en faisant des lectures de cartes personnalisées et en établissant des prévisions astrologiques et des horoscopes individuels, pour lesquels, comme Anna le lui a assuré, elle était toujours la mieux payée. Leslie n'a pas perdu de temps non plus et s'est prêtée à toutes sortes d'interviews. Malgré tout, après cette histoire choquante avec sa tante et l'appartement, elle ne pouvait pas se préparer correctement aux examens d'entrée. C'est pourquoi elle décida d'essayer de trouver un emploi, pour ne pas rester accrochée au cou d'Anna, et en même temps pour acquérir l'expérience dont elle avait besoin, sans laquelle elle ne voulait pas être embauchée par les entreprises les moins décentes. Pendant ce temps, Mike essaie de s'accrocher à la vie. Il cherchait constamment un donneur approprié pour sa fille, mais jusqu'à présent, rien n'y faisait. Comme auparavant, l'homme d'affaires rend visite à Darla à l'hôpital, mais à chaque fois, il est de plus en plus convaincu qu'il ne lui reste que peu de temps à vivre. Malgré l'action coordonnée et compétente des médecins, ainsi que les médicaments nécessaires dans une telle situation, la jeune fille avait toujours besoin d'une opération urgente. Tout le monde, y compris Darla, l'a parfaitement compris et n'a pas perdu l'espoir de trouver enfin son donneur. Se souvenant de l'étrange prédiction de la diseuse de bonne aventure, Mike n'arrivait pas à en comprendre les sens. Il écouta néanmoins les paroles d'Anna, l'aligna, et engagea les meilleurs détectives de la ville pour tenter de retrouver les parents éloignés de sa défunte épouse. « Il faut que tu te calmes, Mike, » dit Vivi avec affection, en le contournant et en lui tendant une tasse de café avec du chocolat noir amer sur un plateau. C'était la friandise préférée de l'homme d'affaires, qui lui permettait d'évacuer une bonne partie de son stress. « Je suis sûr que tôt ou tard, vous atteindrez votre but et que Darla se rétablira. » En même temps, la secrétaire regardait son patron d'un regard si langoureux qu'il dut détourner les yeux. Et lui, bien sûr, aimait toujours autant cette superbe femme. Et elle ne semblait pas gênée d'essayer de faire passer leur relation au niveau supérieur. Sauf que Mike n'était pas vraiment intéressé par cela en ce moment. Sa priorité, comme il l'a toujours dit, c'est sa fille. Voyant qu'elle ne parvenait pas à séduire le millionnaire, Vivi se contenta de se casser les ongles sous la table, lui adressant le sourire le plus amical qui soit. Maudite soit sa Darla, la femme était déchirée et métallique dans ses pensées. Elle aurait dû tomber malade maintenant, quand lui et moi commencions à peine à avoir quelque chose à nous mettre sous la dent. Elle ne pouvait pas attendre 1 an pour que son père et moi nous marions là-dedans. Elle aurait pu les changer elle-même. Personne ne m'en empêche. J'aurais toute sa fortune si je le faisais. Je trouverais un moyen de faire bon usage de mon argent. Il avait des plans tellement sournois. Vivi continua à travailler dans l'entreprise de Mike tout en essayant de conquérir cette forteresse imprenable. Un jour,
Alors que Mike était en train d'examiner les termes d'un contrat à venir, son téléphone a soudain émis un son mélodieux. Lorsque l'homme décrocha, il s'avéra que c'était l'un des détectives qui l'avait envoyé pour retrouver les parents d'Alana qui l'appelaient. « Alors, des nouvelles ?» demande l'homme d'affaires avec espoir. « Oui et non », lui répond évasivement le détective. Le fait est qu'il s'avère qu'Alana n'a plus de famille d'aucune sorte. Le cœur de Mike chuta immédiatement quelque part dans l'abîme le plus sombre. « Tu es sûr? Tu n'as peut-être pas assez cherché? » Après tout, sa famille était considérée comme assez célèbre à l'époque. Pas de cousins germains, de frères ou de sœurs? Un profond soupir se fait entendre à l'autre bout du fil. Croyez-moi, Mike, nous avons épluché toutes les archives de la ville et du village où est née votre épouse. Et il n'y a absolument rien. Cependant, comme je l'ai dit, nous avons réussi à trouver quelque chose d'intéressant. L'homme d'affaires se concentre immédiatement sur la voix du détective. Et qu'est-ce que c'est? En vérifiant les archives de l'hôpital où votre femme a accouché, nous avons trouvé un détail intéressant, commença prudemment le détective. Dites-moi, Mike, saviez-vous qu'Alana avait donné naissance à des jumeaux? L'homme d'affaires n'en croit pas ses oreilles. Vous croyez que vous êtes en train de dire ça? Sam, quels jumeaux? Ma femme ne m'a jamais trompé et n'était enceinte que de Darla. L'homme riche commence à comprendre. Et son intuition fut confirmée par le détective lui-même. C'est pour cela que je pose la question, parce qu'il s'agit de la même naissance unique, dit-il lentement. L'un des deux rapports que j'ai trouvés indique que votre femme a donné naissance à 2 jumelles. Mike se frotta le front dans son bureau. Il ne comprenait décidément pas ce qui se passait maintenant. Mais le médecin ne nous a rien dit de tel, n'est-ce pas? Je ne vois pas comment c'est possible. Vous avez fait une échographie? Demande l'inspecteur. Oui, mais pouvez-vous imaginer ce que c'était à l'époque? Le seul appareil de toute la ville, et il fonctionnait mal de temps en temps. À moins qu'il n'y ait eu une erreur et que le médecin qui a fait l'échographie n'ait pas vu le 2e enfant. Mais cela ne change rien au fait que je n'ai jamais rien su de la 2e fille. Où est-elle donc? Le détective reste silencieux pendant un moment, réfléchissant visiblement à la meilleure façon d'annoncer la nouvelle suivante. C'est là que nous arrivons à la partie la plus intéressante. Ce jour-là, une autre femme était en travail en même temps que votre femme, la fille de la même sage-femme qui a mis au monde le bébé d'Alana. Et, selon les documents, la petite fille de la sage-femme est morte à ce moment-là, étouffée, empêtrée dans le cordon ombilical. Mike n'en peut plus. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec moi? J'ai bien peur que ce soit le plus direct, Mike, poursuit l'inspecteur. Comme je le disais, la principale bizarrerie, c'est qu'il y avait à l'origine 2 exemplaires de chaque conclusion. C'est-à-dire celle de votre femme et celle de la fille de la sage-femme. Et alors que dans le cas d'Alana, il est dit qu'un de ses jumeaux est mort à la naissance à la suite de la mère, le dossier de la fille de la sage-femme est tout à fait le contraire. Ils lui ont donné ma petite fille, a finalement réalisé Mike. J'en ai bien peur, répond Sam avec tristesse. Nous avons trouvé les 2 rapports dans la section des fêtes du tiroir du médecin-chef. Ne nous demandez pas comment nous avons fait, nous ne vous le dirons pas de toute façon. Le fait est que la fille de la sage-femme n'a jamais rien découvert. Elle pensait avoir accouché de son bébé. Peu après, ils ont tous déménagé ensemble, la femme, la fille et leur grand-mère, pour aller vivre quelque part dans le nord. Et c'est là que leurs traces se sont définitivement perdues. Vous ne savez donc pas où est ma fille maintenant, lui demande Mike à voix basse. Malheureusement, c'est tout ce que nous avons pu découvrir, répond le détective. Mais vous savez maintenant qu'il y a une autre de vos filles quelque part. Si vous avez la chance de la retrouver. Comment suis-je censé la retrouver alors que je compte sur vous pour ça, s'emporta Mike, je n'ai plus le temps, Darla n'a plus le temps, elle est en train de mourir. Il faut une seconde à l'homme d'affaires pour se ressaisir et s'excuser auprès du détective, en le remerciant pour son travail. Mike raccrocha le téléphone et s'enfonça lentement dans sa chaise de bureau. D'accord, il s'était fait duper de la manière la plus éhontée qui soit, n'abandonnant qu'un enfant sur 2. La carte de cette femme était complètement fabriquée, et il semble que même la sage-femme ne savait pas qu'Alana allait avoir des jumeaux. Lorsque tout est arrivé et que sa femme a disparu, la sage-femme a pensé qu'il ne serait pas grave de donner à sa fille l'un des jumeaux, afin que la jeune femme, à Dieu ne plaise, ne devienne pas folle de chagrin en apprenant la mort de sa propre petite fille. Mike se sent dévasté et brisé.
Son dernier espoir est mort avant même d'avoir pu prendre forme. Pour l'instant, l'homme d'affaires ne savait qu'une chose. S'il perdait Darla, il n'aurait plus aucune envie de continuer à vivre et à travailler. Sa fille était tout pour lui. Et il ne voulait surtout pas vivre dans un monde où elle n'existerait plus. 3 jours plus tard, Anna apporta à Leslie un journal de petites annonces gratuites. Voici une prise sur le chemin, au cas où vous trouveriez quelque chose de normal ici, suggéra la voyante, voyant à quel point la jeune fille souffrait de ne pas avoir de travail. Elle est allée partout. Pendant ce temps, partout on lui proposait de passer d'abord par des cours payants ou même on la renvoyait, invoquant le manque d'expérience de l'écolière d'hier. Leslie s'est énervée et a voulu essayer de contracter un prêt auprès de la banque pour obtenir au moins une formation qui lui permettrait d'être embauchée. Mais Anna a réussi à la convaincre que tous les prêts et les cours n'étaient qu'une supercherie payée par des passionnés comme Leslie elle-même. Il vaut mieux feuilleter le journal, persuade celle qui est devenue entre-temps sa meilleure amie. On y trouve toujours des offres d'emploi pour des gens ordinaires et peut-être que quelque chose te plaira. La jeune fille suivit le conseil de la voyante et examina attentivement le mince magazine. Après un choix déchirant entre un lave-vaisselle et une femme de ménage, Leslie opte pour cette dernière. Leslie choisit ce dernier. Et à juste titre, l'encourage Anna. Bien sûr, ce n'est pas la profession la plus prestigieuse. Mais l'entreprise est très bonne, très connue. Et ils promettent un salaire décent, c'est donc une bonne raison pour tenter d'obtenir un entretien. Leslie acquiesce en soupirant. Ce n'était pas la carrière dont elle rêvait. Mais d'un autre côté, il fallait bien commencer quelque part. 1h25 21 secondes arrivée à l'adresse, la jeune fille découvrit un grand et lumineux bureau de l'entreprise de construction, à l'intérieur duquel régnait propreté et beauté. Cependant, après être montée au 5e étage pour aller voir le directeur de l'entreprise, Leslie se figea, s'arrêtant exactement, incapable de prononcer un mot. La jeune fille est devenue aussi pâle qu'une toile. Son seul souhait à ce moment-là était de s'écrouler sur le sol, mais il était trop tard. Vivi l'avait vue et se tenait maintenant debout, bloquant le chemin de Leslie vers le bureau du principal, les mains le long du corps. « Toi » chuchota la secrétaire. « Qu'est-ce que tu fais ici, petite merde ?» Leslie fixa sa tante à bout portant, ne la quittant pas du regard, fâchée mais fière. « Je suis ici pour postuler à un emploi. »« Laissez-moi passer, » dit-elle en essayant de passer devant Vivi. Mais celle-ci la saisit brutalement par les épaules. « Tu postules pour un emploi de femme de ménage ? Et moi, je me demande comment tu es arrivée ici. » Le regard de la secrétaire à ce moment-là était comme celui d'un serpent qui s'apprête à faire un saut fatal. « Non, ma chère, pas aujourd'hui, » dit Leslie à Vivi. « Tu n'as rien à faire ici. Je ne veux pas que l'on apprenne accidentellement plus tard que c'est vous qui êtes venue me voir, ma chère. Ce serait un déshonneur qu'on ne pourrait jamais effacer. » Vivi regarda la jeune fille avec toute la colère et la haine dont elle était capable. Entendant des cris étranges et des tâtonnements à l'extérieur de la porte, Mike décida de sortir et de voir par lui-même ce qui se passait. « Vivi, que se passe-t-il ? Que la fille soit venue ou non à son entretien, j'ai déjà reçu des appels des RH. Ils disent qu'ils l'ont perdue. » Vivi voulait lui expliquer quelque chose, mais le visage du superviseur s'est assombri à la vue de sa nièce. « Mike, qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda prudemment la secrétaire, dont le sourire méchant disparut instantanément. « Tu es ma bonne fille », réussit à dire l'homme d'affaires. La jeune fille le regarde avec des yeux incompréhensibles. Elle transféra le regard de sa voisine sur lui et inversement. Vivi se tourne vers sa nièce. Et Leslie est prête à jurer qu'elle a vu un feu d'enfer de rage dans ses yeux. « Sortez d'ici », lui ordonna immédiatement Vivi. Mais Mike tendit la main vers la jeune fille et secoua la tête. « Non, laisse-la rester. Je t'en prie, ma fille. Je ne connais pas ton nom. Donnez-moi quelques minutes, je vous en supplie. » Leslie ne savait pas quoi faire, mais il y avait un tel désespoir sur le visage de l'homme que l'écolière d'hier accepta. « D'accord, » dit simplement Leslie, et elle suivit Mike. Il était en état de choc. Après tout, devant lui se tenait une copie conforme de sa fille. Était-ce vrai? Cette fille était-elle vraiment la jumelle de Darla, sa fille perdue? Si c'était le cas, il lui restait une dernière chance de sauver son enfant. « S'il vous plaît, faisons un test ADN, » lui demande Mike dans son bureau. « Ma fille est sur le point de mourir. Les médecins ont déjà fait tout ce qu'ils pouvaient.
S'il s'avère que vous et ma fille êtes sœurs, cela pourrait littéralement sauver une vie. Leslie doute qu'une telle chose puisse réellement se produire. Mais l'histoire que l'homme d'affaires lui a racontée à propos de lui et de sa fille, ainsi que les résultats de l'enquête, ont convaincu la jeune fille d'essayer de lui faire confiance. Après tout, si c'était vrai et que Darla était sa sœur, alors elle aurait une autre famille. Après avoir donné son accord pour que les tests soient effectués, Leslie et Mike se rendent immédiatement à l'hôpital. Après avoir prélevé le sang de la jeune fille pour effectuer tous les tests nécessaires, l'homme l'a emmenée dans la chambre de sa fille. Darla, bien sûr, est aussi choquée que son père. Cependant, elle réagit très positivement à l'arrivée de Leslie. Elle salue amicalement la jeune fille, puis lui dit « Il n'y a pas de coïncidence dans la nature. Tu peux voir que toi et moi nous nous ressemblons comme deux gouttes d'eau. Tu dois être ma sœur perdue. Papa m'a tout raconté. » Leslie a l'impression d'être dans un film fantastique. Il ne faisait aucun doute pour la jeune fille qu'elle et Darla se ressemblaient. Mais elle n'avait jamais eu l'impression d'avoir une sœur, ni même une jumelle. Et après tout, les jumeaux sont censés être capables de sentir de telles choses, même à distance. Félicitations. Le test a confirmé votre filiation à 100%, annonce le médecin à Mike et aux filles avec un sourire heureux. Si Leslie est prête, nous pouvons commencer à préparer l'opération. Tout était si soudain et si rapide pour la jeune fille. Bien sûr, commençons. C'est tout ce qu'elle réussit à faire en hochant la tête. Les préparatifs se sont bien déroulés et Darla a bientôt reçu une greffe de moelle osseuse et une transfusion du sang de sa propre sœur. Après cela, la jeune fille se rétablit presque immédiatement et Leslie, qui était allongée avec elle dans la salle, n'arrivait toujours pas à croire qu'elle avait trouvé une sœur et un père en même temps. Dans le tourbillon des événements, Leslie ne s'est pas souvenu tout de suite qu'elle voulait parler à Mike. Le soir, lorsqu'elle se sent mieux, elle demande à passer quelques minutes avec son père et le met en garde contre Vivi. « Ne croyez pas cette femme, s'il vous plaît, dit-elle d'une voix affaiblie par l'opération. Elle est loin d'être aussi gentille et aimable qu'elle veut le faire croire. » Dans les grandes lignes, la jeune fille raconta à son nouveau père l'histoire de son appartement et le fait qu'elle logeait désormais chez Anna la voyante. En entendant parler de cette dernière, Mike s'est immédiatement souvenu de sa prophétie, « Find another ». Mon Dieu, c'est ce que ça voulait dire. Elle parlait de la sœur de Darla. Il ne l'avait pas réalisé tout de suite. En apprenant la supercherie de sa secrétaire, l'homme d'affaires est furieux de son comportement. Dès le lendemain, il la licencie et la menace de prison si elle ne rétrocède pas l'appartement à Leslie. Vivi voulait être riche et encore plus rester libre. Elle a donc rendu l'appartement à sa nièce et a quitté la ville pour de bon. Enfin rétablie, Leslie est heureuse de savoir qu'elle peut rentrer chez elle. Elle va aller à l'université, comme elle le souhaite, et promet à son père de venir les voir, elle et Darla, chaque fois qu'elle le pourra. Les filles ne doutent pas qu'elles deviendront amies, et Mike, l'homme d'affaires, est très heureux pour elle. Anna, Mike l'a invitée sur son lieu de travail. Pour la remercier d'avoir aidé sa fille perdue, il en a fait son astrologue personnel. Et la jeune femme est très heureuse que sa prophétie, s'étant réalisée, ait sauvé la vie de toute une famille. Peu à peu, les premiers sentiments timides entre Anna et elle sont nés. Leur relation de travail se transforme doucement en relation amoureuse. L'homme, ayant appris à mieux connaître Anna, s'est rendu compte qu'elle pouvait être un nouveau souffle de vie pour lui et créer pour lui ce confort domestique qui lui manquait et dont il rêvait tant. Bientôt, Anna et lui se marièrent. Le mariage fut très beau et laissa aux invités d'excellents souvenirs. Aujourd'hui, ils vivent tous ensemble dans la maison du millionnaire et profitent de chaque jour, qui leur donne l'occasion d'apprécier à nouveau la vie et d'apprendre à se connaître sous de nouveaux angles.